Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le prochain ministre de l'Intérieur sera nommé dans les heures, les jours qui viennent. Qu'attendez-vous de lui? Écoutez, ce qu'on attend de lui, c'est la continuité de l'action qui a été entamée sur le mandat précédent. Je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut raisonnablement penser que M. Darmanin va être reconduit. Difficile de croire qu'il y a quelques semaines, quelques jours des législatives, il va aller griller une cartouche et épuiser dans un vivier assez restreint de potentiels ministres de l'Intérieur. Et donc, je pense aujourd'hui que ce sera encore M. Darmanin qui sera reconduit probablement avec les conseillers et membres du cabinet qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement les dossiers? Oui, ils connaissent parfaitement le dossier. Et c'est vrai que la condition sine qua non pour nous, en tout cas quand on avait évoqué la question du Beauvau de la sécurité et de la LOPMI et du protocole que nous avons signé concernant la carrière des policiers il y a quelques semaines, il avait été pour nous évident que quel que soit le gouvernement ou le président est réélu ou élu, il fallait absolument une continuité permanente de ce projet-là. Donc pour nous, c'est évidemment la continuité de la LOPMI, la continuité la mise en application du protocole. C'est la l'orientation et de la programmation. Oui, du ministère de l'Intérieur et le protocole qu'on a signé il y a quelques semaines. Donc ça apparaît évident que ce sera probablement très probablement M. Darmanin, première chose. Et puis, une fois qu'on a parlé du matériel, des budgets, des carrières des agents, il y a évidemment ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire porter plus fort nos revendications syndicales, prendre plus en compte la question du dialogue social, parce qu'on a une réforme de la fonction publique qui va casser en partie le dialogue social et notamment les CHS. Et donc, du coup, ce qu'on attend, nous, du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il prend un petit peu plus en compte une autre question, c'est celle du management dans la police, notamment quand il est toxique. Et le management toxique, c'est le gentil mot pour parler de harcèlement. Ça veut dire quoi, la question du management? Parce que le ministre, il n'est pas là pour porter vos revendications, il est là pour les entendre. Non, pour les entendre. Et après, pour... oui, ce qu'on attend de lui, et notamment sur divers dossiers qu'on lui montre de manière régulière, c'est de prendre en compte la souffrance des policiers. C'est pas seulement une question pécuniaire, une souffrance des agents du service public, c'est aussi la prise en compte de leurs doléances et notamment l'organisation, la structuration des services et la manière comment est-ce que le service public et notamment le service public de sécurité a aujourd'hui créé une espèce d'omerta systémique autour des agents et ne leur permet pas en fait de se plaindre ou de faire des doléances quand il s'agit du harcèlement perpétuel, presque systémique dans la police. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on attend, c'est une protection fonctionnelle qui soit forte pour les policiers, qui soit victime ou auteur, mais également la prise en compte et vraiment et sérieusement de la question du harcèlement dans la police. Ça, le harcèlement dans la police, c'est une question de management. Vous avez évoqué la sécurité des policiers sur le terrain. Vous demandez une protection particulière. C'est-à-dire que chaque jour, un policier qui prend son service peut mourir, peut avoir devant lui un refus d'obtempérer, un malfaiteur qui ouvre le feu. Qu'est-ce que vous demandez? Comment on peut réarmer nos policiers, non pas matériellement, mais ne serait-ce que psychologiquement et moralement? Écoutez, c'est la continuité de ce que je viens d'évoquer, c'est la question de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que l'employeur État doit à ses agents une protection dès lors qu'ils sont victimes d'une agression, quelle qu'elle soit, ou mis en cause. Sauf qu'aujourd'hui, on a une situation assez perpétuelle et permanente où les policiers sont engagés dans des négociations de marchands de tapis avec leur administration pour prendre en compte les honoraires d'avocats, les honoraires médicaux, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique des agents et des familles lorsqu'il y a des répercussions sur les familles. Et en fait, la protection fonctionnelle à la police, qui doit être en réalité hyper appliquée, particulièrement dans la police, parce que nous sommes des fonctionnaires un petit peu différents des autres, eh bien en réalité, elle est quasiment inexistante. Donc c'est un des dossiers phares aujourd'hui de l'unité SGP pour les 4 prochaines années. Et nous espérons vraiment que de ce côté-là, le ministre de l'Intérieur nous entende et permette de mettre en place en fait un système nouveau, une restructuration dans les services et notamment au sein du secrétariat général et sa déclinaison dans les régions, de manière à ce que les policiers aient un véritable interlocuteur au sein de l'administration. Je vais vous citer une phrase de Pierre Jox de 1981 que je trouve assez intéressante. Autant il est relativement facile, avec un bon budget, de moderniser le matériel, autant il est aléatoire de remobiliser un personnel trop longtemps désabusé ou découragé. La République risquait une rupture complète avec sa police, le dévouement ne suffisait plus, la démoralisation prenait le pas et commençait à l'emporter sur la qualité du service public. Et je pense que cette phrase de Pierre Jox, elle prend tout son sens aujourd'hui parce qu'on a en plus d'une crise économique, on a en plus d'une situation pécuniaire difficile, des agents qui sont démoralisés et donc démobilisés. Et nous, on en appelle le ministre de l'Intérieur à lutter contre l'omerta systémique dans la police et mettre en place une véritable protection fonctionnelle pour les agents victimes et mis en cause. Vous parlez du moral des policiers. 2 policiers se sont supprimés dans le Val-de-Marne et le Nord, 23e et 24e suicide depuis le début de l'année. C'est ça aussi, la démoralisation des agents? Oui, bien sûr. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'on a un mur face à nous, un mur administratif, et les agents ont le sentiment de ne pas avoir d'interlocuteur vers lequel se confier. Le programme de mobilisation contre le suicide dans la police, qui a été décliné ces dernières années, en réalité est totalement insuffisant, voire même complètement à côté de la plaque, puisqu'il inscrit dans la procédure
qui permettrait en fait aux policiers de pouvoir se tourner vers l'administration. Il inclut dans cette procédure la pleine implication de la hiérarchie, quand même elle est parfois aussi responsable d'une souffrance des policiers. Et en réalité, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir en fait du joug hiérarchique les agents qui sont en souffrance et leur permettre de s'exprimer à l'extérieur, ce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire. Alors vous parlez du management, mais il y a aussi la violence dans la rue à laquelle les policiers doivent faire face tous les jours. Est-ce que ça veut dire que tous les matins, ils vont travailler la boule au ventre, ils se disent « je peux ne pas rentrer chez moi ce soir », ça continue, c'est de pire en pire? Oui, bien sûr. Vous savez, les policiers sont les fonctionnaires les plus justicialisables, on va dire, entre guillemets, dans la fonction publique. Et donc, du coup, tous les jours, les policiers ont conscience que quand ils prennent leur service, ils peuvent être victimes ou mis en cause. Et donc, dans ce cas-là, ils savent très bien que ça peut aller parfois jusqu'au drame, en ayant conscience que ça peut avoir aussi des répercussions sur leur famille, sur leurs enfants. Et évidemment que ça joue un petit peu dans la démobilisation et l'inquiétude des policiers. En réalité, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment remobiliser, comment philosophiquement réarmer les policiers, comment redonner du sens à leur métier. Et ça, c'est une grosse mission, en fait, qui n'est pas une question de budget, c'est une question de courage politique. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui bénéficie de 5 années supplémentaires, on parle quand même de 2 quinquennats, hein, donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en 2027, on ne peut pas avoir de résultats, on parle de 2 quinquennats. Et donc je pense que la vraie mission aujourd'hui du président de la République et du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que les policiers qui sont confrontés à une société de plus en plus violente, de plus en plus agressive, de plus en plus défiante à l'égard des autorités, et je dis bien des autorités, pas seulement de la police, mais également de l'enseignant, de l'élu, etc., eh bien, et la conviction en 2027, et on leur laisse en fait un champ assez large quand même, de se dire qu'aujourd'hui, leur métier a du sens et surtout qu'ils sont protégés par leur employeur. Absolument. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue qui a été mis en examen pour homicide volontaire après avoir ouvert le feu sur le Pont-Neuf le soir du second tour de l'élection face à une voiture qui faisait un refus d'obtempérer? On se rappelle du bilan, 2 morts et un blessé grave. Oui, cette triste affaire, ce drame qui a malheureusement été très récupéré politiquement, dramatiquement, honteusement récupéré par des politiques, laissant croire que la police serait dotée d'assassins en puissance. Je rappelle juste qu'on a un collègue aujourd'hui qui a très légitimement pensé, et je pense qu'il faut aussi parfois entendre la parole des policiers qui sont sur le terrain et confrontés à la violence. Pensait pouvoir sauver la vie de sa collègue qui était traînée, pouvoir sauver la sienne également. On est évidemment inquiet de cette qualification extrêmement forte. Vous vous rendez compte, homicide volontaire. On est en train de dire que ce policier a mis son arme à la ceinture dans le but de tuer quelqu'un ce jour-là. C'est extrêmement grave. Notre organisation syndicale a pris une position que je pense très intelligente et forte, c'est-à-dire de ne pas rentrer frontalement dans les magistrats pour ne pas encore sur la qualification de ne pas encore plus les chauffer, parce qu'en réalité, celui qui paiera les conséquences, c'est notre collègue qui est tout seul aujourd'hui, qui va devoir être confronté à la justice. Et en réalité, quand vous êtes mis en examen alors que on vous accuse d'avoir volontairement ôté la vie et que votre mission en réalité au quotidien, c'est justement de la sauver, et on a tous connaissance du fait qu'il avait quelques jours auparavant sauvé une personne de la noyade dans la Seine, et bien évidemment que ça abat un homme, mais moralement ça l'abat, ça le détruit. Il est mis en examen, on est en train de potentiellement l'accuser et on espère que la qualification sera revue, voire même la légitime défense retenue. On est en train de lui dire, vous avez volontairement tué quelqu'un, mettez-vous à sa place. C'est juste insupportable. Le sentiment d'impunité de certains délinquants, c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés, vos policiers? Bien sûr que c'est une réalité. C'est une telle réalité qu'en permanence, il y a une remise en question de l'action des policiers. C'est une réalité avec ces personnes qu'on interpelle. Je suis désolée de le dire, mais qu'on interpelle et qui nous disent de toute manière, tu n'auras pas fini ton PV, que je serai dehors. Parce qu'on a une justice qui est pauvre, qui n'a pas de moyens. On a une politique pénale qui n'est pas à la hauteur. On a des circulaires ministérielles de la part des gardes des Sceaux qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et on a aujourd'hui des délinquants qui sont convaincus, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et preuve en est, vous savez, on parle là de l'affaire du Pont-Neuf. Eh bien, quelques jours après, il y a une autre affaire qui a été médiatiquement portée, mais qui en réalité n'est que l'illustration de ce qui se passe très régulièrement. C'est ce jeune homme, fils d'un grand chef, qui a été mortellement percuté par une personne qui venait de voler une voiture. Si ça, c'est pas du sentiment d'impunité, c'est une personne qui devait être en prison, qui ne l'était pas, qui a volé une voiture et qui s'est permis d'aller percuter des personnes se sentant tout puissant. Si ça, c'est pas du sentiment d'impunité. Et c'est ça, en réalité, le vrai problème. C'est comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder la vie des personnes au quotidien.
C'est comment on fait pour maintenir l'équilibre dans notre société, c'est comment on fait dans un état de droit pour permettre à la justice de s'exprimer et de se réaliser pleinement. Et c'est comment faire en sorte que les délinquants et les criminels qui mettent en danger notre société soient mis hors d'état de nuire. J'aimerais avoir votre réaction sur Taha Bouaf, celui que vous avez fait condamner en première instance, car il vous avait traité à l'époque d'arabe de service, entre guillemets. Il n'a finalement pas été investi par la France insoumise à Vénissieux. De graves accusations de violence et d'agression sexuelle pèsent sur lui, ont été révélées dans le comité de suivi contre les violences sexuelles de la France insoumise. Quel est votre sentiment après le fait qu'il n'ait pas été investi et sur la révélation de ces agressions sexuelles? Est-ce que vous en aviez connaissance? Malheureusement, je vous dirais comme ça, en faisant semblant de ne pas savoir, que ça ne m'étonne pas. Qu'il ne soit pas investi, c'est le sens de l'histoire. On a affaire à quelqu'un qui est fondamentalement raciste, qui est identitaire, qui ne vaut pas mieux que ceux qui sont d'un autre bord extrémiste, qui se prend pour un Ali Lapointe dans les rues de la Casbah d'Alger en 61, alors qu'en réalité, c'est un Français qui prend son Vélib tous les jours à Ménilmontant et qui, en réalité, a les mêmes droits que n'importe quel citoyen français. Et qui s'est pris un petit peu pour un super-héros des quartiers et de la lutte antiraciste, alors que c'est juste un rageux anti-police. Je vais être très sincère avec vous, Madame Ferrari. Les faits aujourd'hui pour lesquels il est écarté de cette investiture, il m'avait été rapporté par une militante il y a environ 1 an et demi. Militante de la France insoumise, proche des mouvements auxquels appartient M. Bouaf, et qui m'en avait fait part. Alors à l'époque, je lui avais dit, moi je suis très attachée à la présomption d'innocence, même pour le pire des ordures, et sans preuve, je ne pourrais pas saisir la justice. Alors elle me disait, oui, mais c'est une rumeur, tout le monde le sait, en me donnant des noms de personnes de la France insoumise qui ont pignon sur rue, qui le savent, qui le couvrent, etc. Je n'ai pas donné suite, et là, la personne est revenue en me disant, tu vois, je te l'avais dit. Je lui avais dit qu'il était mis en cause et que c'était des accusations qui étaient sérieuses. Sauf que derrière ça, elle me sort d'autres noms. D'autres personnes aujourd'hui qui ont pignon sur rue et qui ont accès à des plateaux médiatiques et qui seront potentiellement élus. De la France insoumise aussi. Et qui sont accusés également. Des mêmes faits. Des mêmes faits et qui sont intouchables. Et qui sont couverts par d'autres personnalités de la France insoumise qui sont également publiques. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de la croire. Alors évidemment, je vous ai dit, moi, je suis très légaliste, je suis très attachée à l'état de droit, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et moi, je pense en effet que la justice devrait mettre son nez dedans. Et j'attends que le parquet de Paris, et je l'espère en tout cas, mette son nez dedans. Parce qu'il y a aussi autre chose. C'est qu'au-delà de l'action de justice, il y a aussi une action à l'égard de la société, il y a un devoir de vérité à l'égard de la société. On a une personne qui a été condamnée pour injure raciste, injure à raison de l'origine, et j'en veux pour une partie de militants politiques, et notamment de la France insoumise et de toute la sphère autour, mais également d'une partie des médias qui ont refusé d'ajouter la qualification raciste à sa condamnation, où j'ai vu des portraits qui ont été faits de lui, qui disaient que c'était un grand militant antiraciste. Non, Monsieur Bouaf, ce n'est pas un militant antiraciste. Il y en a de véritables militants antiracistes dans les quartiers, besogneux, sérieux, qui sont aussi d'origine maghrébine, qui sont issus des quartiers populaires et qui, eux, ne souffrent pas finalement, entre guillemets, souffrir, qui ne font pas l'objet en fait de contestation ou de polémiques parce qu'eux sont dans une véritable lutte antiraciste, là où lui, c'est juste un rageux anti-police. Et je pense en réalité que ça lui a un petit peu monté à la tête et que son sexisme, son racisme est accepté par la France insoumise, sauf que là, ça devient vraiment trop gros. Il est raciste pour vous, il vous a traité d'arabe de service, c'est absolument inacceptable. Oui, c'est un parfait identitaire et ce qui m'inquiète encore plus, c'est de voir en fait tout ce qu'il agglomère autour de lui. Je vais vous citer quelque chose en réalité et je vais vous dire qui est la personne qui a écrit ce propos. Derrière une condamnation, il y a des réalités diverses et un système judiciaire perméable aux rapports de domination et qui peut être instrumentalisé. Évidemment que chacun fait la différence entre un militant antiraciste arabe qui dit arabe de service pour qualifier une militante fascistoïde qui, entre autres joyeusetés, a appelé à tirer à balles réelles sur les jeunes dans les quartiers. Ceci dit, la fin de la phrase est une pure diffamation. J'ai jamais appelé à tirer à balles réelles, mais il semblerait qu'on me confonde on me confond avec une autre personne publique d'origine maghrébine et il semblerait que pour certains, tous les Arabes se ressemblent. Ce propos-là, il a été écrit par une juge, pas par un militant anonyme, par une juge qui remet en question la décision de justice de ses confrères. Mais ce n'est pas le fait qu'elle soit juge qui est gravissime. C'est le fait même qu'elle insiste sur le fait que, en effet, je serais une militante fascistoïde, que je méritais l'injure raciste et qu'elle remet en question la décision de justice de ses confrères. C'est une militante du syndicat de la magistrature. Moi, je serais très intéressée de savoir comment les magistrats, aujourd'hui, acceptent l'idée que le syndicat de la magistrature, qui fait 25% aujourd'hui auprès des magistrats, puisse avoir ce type de propos et remettre en question des décisions de justice, même quand parfois ce sont leurs adhérents. Et ce que vous dites est grave sur le fonctionnement de la France insoumise. Vous dites qu'en gros, il y a une immense hypocrisie, qu'il y a une omerta, que les militants se couvrent les uns les autres et qu'il y a un système d'agression sexuelle systémique qui est en place. Systémique, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui semble bien systémique, c'est la mise en place de ce comité où on dit aux victimes, surtout, vous déposez pas plainte, ou en tout cas, on leur dit, vous prenez votre temps, là où
il y a quelques années, quand ça concerne d'autres personnes, il faut impérativement que la justice soit informée des faits. Et là, bizarrement, il ne faut plus que ce soit le cas. Donc oui, on pourrait penser que c'est systémique, puisque de toute manière, c'est organisé et structuré de manière à ce que ça ne sorte pas. Et sans la révélation de Mediapart, eh bien aujourd'hui, on n'en saurait rien. Les victimes disent ne pas vouloir alimenter la machine médiatique, donc ne pas vouloir porter plainte. Est-ce qu'elles ont peur ? Peur, je ne sais pas, mais je pense qu'en fait, on a bourré le crâne de personnes en leur disant que, vous savez, c'est un peu ce paternalisme, cette infantilisation des indigènes au début du XXe siècle, quand une partie de la gauche française disait « Ah non, on va éviter aux indigènes, en Algérie notamment, d'aller à l'école, parce que vous comprenez, leurs capacités cognitives sont un peu limitées. Alors les pauvres, on ne va pas les mettre mal à l'aise et les envoyer à l'école, aux côtés de leurs concitoyens français. » En fait, c'est exactement le même schéma en réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'au motif qu'un de leurs membres serait d'origine maghrébine, quand bien même il est français, il est d'abord français, j'ai envie de dire, eh bien, on ne le met pas face à ses responsabilités. C'était pas le sens de la marche des beurs de 83. Le sens de cette marche, à la base, c'était même droit, même devoir. Même devoir, même droit. Et donc, du coup, à partir du moment où quelqu'un se rend coupable de potentiels crimes sexuels, il doit être traduit devant la justice. Il doit bénéficier des mêmes droits que ses concitoyens, mais également des mêmes devoirs, et notamment face à la justice. Abouaf a fait appel de la condamnation en première instance concernant l'injure raciste qu'il vous a adressée. Vous espérez que la justice confirme la première condamnation ? J'en ai l'intime conviction, puisque de toute manière, et il suffit d'entendre les mots prononcés par le procureur à l'époque lorsqu'il a plaidé, où il a clairement signifié, par des éléments très objectifs et factuels, indépendamment des mensonges et des calomnies de Taha Bouaf depuis des mois qui laissent croire que c'est un propos politique, alors que ce n'était pas du tout le cas, que c'était fondamentalement raciste, assignant. C'était un propos de dominant, c'était un problème identitaire, c'était une assignation identitaire. Et moi, j'ai l'intime conviction que le 15 septembre, puisque c'est le 15 septembre que nous passerons à nouveau au tribunal, il faudra que la France insoumise pense à lui donner un billet d'absence pour ce jour-là. Eh bien, je pense et j'en suis certaine que l'état de droit va encore s'exprimer et le condamner à nouveau. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews.